Pas de cours pour les 400 élèves du collège Lise-Ophion à Matoury aujourd'hui. Le personnel s'est mobilisé pour dénoncer un manque d'agents d'entretien, une situation qui, vous allez le voir, ne concerne pas uniquement l'établissement. Une délégation a été reçue par le président de la CTG. Les conditions de délivrance des lunettes de vue s'assouplissent. Une nouvelle disposition est entrée en vigueur. Les ordonnances seront valables chez l'opticien pendant 5 ans. Objectif, alléger les plannings des ophtalmos. Enfin, une journée pour rappeler les bonnes habitudes sur la route. Les 2 roues étaient au cœur de l'action de sécurité routière menée par la brigade motorisée de la gendarmerie à Saint-Laurent dimanche. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On démarre ce soir au chapitre social avec la grève au collège Lise-Ophion à Matoury. Le personnel n'a pas assuré les cours aujourd'hui pour dénoncer un manque d'agents d'entretien, leur nombre étant passé de 8 à 4 en moins de 5 ans. Un mouvement mené à l'appel d'une intersyndicale et soutenu par les parents d'élèves. Une délégation a été reçue par le président de la collectivité territoriale, Jonathan Lariot. Les portes du collège Lise-Ophion de Matoury étaient fermées ce matin. Sur les murs de l'entrée, plusieurs pancartes dénoncent différentes situations et annoncent un piquet de grève. Les enseignants de l'établissement ont décidé de soutenir les agents de la CTG employés au sein de leur collège. Responsables de la propreté, ils sont aujourd'hui en sous-effectif. Résultat, des classes en mauvais état d'entretien. Il a été très clairement reconnu, et je pense que les personnels avaient besoin de ça, très clairement reconnu que les moyens des collèges étaient largement sous-dimensionnés. Il y a en effet une différence importante, nous a-t-on dit, quasiment de 1 à 3 entre les collèges et les lycées. Et que le travail de fond se fera là-dessus. Mais en attendant, il faut faire avec les moyens débloqués, je dirais, en urgence et sous la pression. Et je pense que nous pouvons tous, l'intersyndicale, dire que tout ce que nous souhaitons, c'est que la même démarche soit entreprise pour tous les collèges. Après une matinée à manifester devant l'établissement, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, est tenu d'intervenir. Il reçoit une délégation de plusieurs établissements qui dénoncent eux aussi une situation similaire. La comparaison est faite avec les lycées, qui disposent d'un effectif bien plus étoffé que les collèges, présents en plus grand nombre sur le territoire. Je reconnais qu'il y a dans certains établissements un problème, mais je ne peux pas systématiquement recourir à des créations d'emplois. D'autant que dans le cadre des CUI, je dois aussi avoir l'aval du Pôle emploi. Donc toujours est-il, en termes d'urgence, on va répondre à la demande, mais je pense qu'on va aller vers une espèce de forum, de séminaire, où une fois pour toutes, on puisse définir la répartition ou le ratio de la création d'emplois par rapport au collège. En fait, c'est un nivellement que l'on doit faire entre le lycée et les collèges. 2 agents seront mis à disposition pour le collège Lise-Ophion. Un résultat précaire selon les enseignants, mais suffisant pour reprendre les cours dès demain. Un comité de pilotage sera mis en place afin d'établir un cahier des charges précis sur les besoins nécessaires dans les différents collèges. Et sachez que les négociations entamées jeudi dernier entre la direction de la sécurité sociale et les syndicats n'ont rien donné. La grève aura donc bien lieu dès demain. Un préavis pour un mouvement illimité avait été déposé la semaine dernière. La grogne menée par une intersyndicale pointe du doigt un non-respect des droits des agents et leur mal-être au travail. Il était temps, penseront certains. La mairie de Cayenne a annoncé l'installation de bornes Wi-Fi sur la place des Palmistes. 500 personnes pourront ainsi surfer simultanément sur le net dans le secteur à l'aide d'un code d'identification. Leur inauguration est prévue la semaine prochaine. Écoutez plutôt les précisions du directeur des systèmes d'information et de communication de la mairie. Ce Wi-Fi sera disponible sur la première partie de la place des Palmistes, à savoir la partie qui est délimitée par la rue Léopold-Hédère, l'avenue Thiès, la rue L'Alouette et Léon Gontran-Damas. Une fois que l'utilisateur s'est authentifié et s'est connecté, cette connexion reste disponible une demi-heure. Pendant une demi-heure, il pourra surfer, vérifier sur les réseaux sociaux. Au bout de 30 minutes, il sera automatiquement déconnecté, ce qui va permettre à d'autres personnes de se connecter. Et lui, s'il souhaite se reconnecter, il devra réouvrir un nouveau ticket. L'intérêt, c'est justement pour permettre la connexion à un plus grand nombre, puisque par défaut, il y aura de disponibles 500 connexions en simultané. Ces projets-là s'inscrivent toujours dans la politique du maire contre la lutte contre la fracture numérique.
Et donc, c'est pour donner aux habitants, essentiellement aux habitants, accès à une connexion Internet à très haut débit. Elle est réalisable grâce à la fibre optique qu'a déployée la ville de Cayenne, son propre réseau propre. Là, en ce moment, on a déjà installé le serveur d'authentification en fin de paramétrage. Ensuite, on a déjà toute la partie câblage a déjà été réalisée. Il nous reste juste à poser les antennes. Et le maire de Cayenne est notre invité ce soir. Marie-Laure Finéraud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, des bornes Wi-Fi seront installées la semaine prochaine, place des Palmistes. Tout à fait. C'est plutôt une bonne chose pour consulter ses mails, effectuer des recherches ou encore brancher son téléphone portable. Ne serait-ce pas un système qui convient surtout aux grandes métropoles, sans jouer les rabat-joie? Pensez-vous que c'est adapté finalement à Cayenne? Bien sûr, de toute façon, la ville de Cayenne innove toujours. On reste toujours dans le droit fil du numérique. Nous voulons offrir ce service à toutes les personnes qui fréquentent la place des Palmistes. Vous avez entendu mon responsable expliquer qu'il s'agissait d'une connexion pour 30 minutes pour permettre à d'autres. Donc vous voyez bien que la mairie de Cayenne aime partager. Vous craignez pas quand même que ça risque de créer des problèmes pour la sécurité des personnes? Ah non, je vois pas. Non, au contraire, je pense que ça va inciter même des personnes qui n'utilisent pas Internet à justement à s'y mettre. On sait bien que c'est un mode de communication qui devient essentiel aujourd'hui et non, bien au contraire. En plus, nous avons déployé la fibre optique dans toute la ville. C'est pour justement nous permettre d'offrir de nouveaux services à nos concitoyens. Alors parlons politique maintenant avec votre annonce de votre démission de la CTG. Vous avez annoncé un départ d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui vous pousse à la porte? Alors tout simplement, c'est vrai que j'étais sur la liste de M. Alain Tchènion, j'ai été élu. Il y a eu le discours d'investiture du président, même si je crois plus au Père Noël, mais lors du discours, il avait bien précisé qu'il aurait travaillé avec l'opposition. Moi, je le fais à la mairie, donc j'y ai cru. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, l'opposition fait des interventions qui ne sont pas valorisées. Donc je ne vois pas pourquoi je vais rester, alors que j'ai quand même 2 fonctions d'exécutif. Je préfère m'y atteler et puis laisser la place à une colistière qui va rentrer. Le problème, c'est donc les relations avec le président de la CTG? Pas forcément les relations avec le président de la CTG. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément bonnes. Simplement, ce que je demanderais au président de la CTG, c'est de mettre l'intérêt général en avant et ne pas... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, qu'il règle des comptes et... me rapprocher du président, ce n'est pas du tout la question, mais la question c'est de servir le pays tout simplement. En revenant sur la situation de la mairie de Cayenne, vous êtes monté au créneau concernant vos demandes de subventions européennes à la CTG, souvent rejetées, selon vos dires, par le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Oui, enfin, là aussi, qu'en est-il par la commission, ça continue. J'ai l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières, hein, je le dis crûment, quand la ville de Cayenne présente des dossiers. Si au moins il y avait un retour de dossier incomplet, j'aurais dit, bon voilà, mes responsables ont des soucis, mais il n'est pas question, tout simplement parce qu'on choisit des termes, nouvelles constructions, je veux parler des groupes scolaires, nouvelles constructions, alors que nous, on sait bien que nous avons un parc immobilier scolaire de 32 écoles, il y a au moins plus de 20 qui sont vétustes, qui sont dans un état de vétusté et qu'il faut. Et aujourd'hui, l'argent est rare, donc forcément, nous présentons des dossiers à la Commission des fonds européens et c'est la CTG qui en a la gestion. Donc à court terme, quelles conséquences? Eh bien, ça oblige la ville de Cayenne à boucler son plan de financement, à chercher d'autres partenaires. Tout simplement. C'est pas normal. Et concernant donc les élections législatives, vous ne vous êtes pas clairement positionné. Vous avez annoncé que vous soutiendrez un ou une candidate, sauf si votre parti vous demande de vous lancer dans l'arène. Alors d'abord, de quel candidat ou candidate est-il question? Bah écoutez, je peux pas en parler. Attendez, laissez les candidats ou les candidates se déclarer. On verra après. Mais en tout cas, sûr que NFG va jouer une carte dans les élections législatives. Ça, c'est clair. Et vous serez en soutien? Je serai en soutien. Donc votre parti ne s'est pas encore positionné, ne vous a pas encore demandé de vous lancer? Mais le parti commence à me demander. Ah donc on commence à avoir une esquisse de réponse ce soir, merci. Un mot à présent sur le combat des municipalités porté jusqu'au Conseil constitutionnel la semaine dernière. Oui. Il s'agit de l'octroi de mer dédié aux mairies qui est reversé à la CTG, une part de 35%, oui. Un manque à gagner de 25 millions pour les communes chaque année. Est-ce que ce ne serait pas finalement une manière de combler les fonds de tiroir de la mairie Cayenne?
pas seulement les fonds de tiroir de la mairie de Cayenne, les fonds de tiroir des 22 communes, puisqu'il s'agit des 22 communes. C'est vrai que certainement ça va être calculé au prorata de la population, donc forcément, effectivement, ça va être une manne financière intéressante pour la ville. Concrètement, à quoi ça pourrait servir? Est-ce que vous sentez que ce serait vraiment un gros plus pour la municipalité ou peut-être ça ne suffit pas? La ville de Cayenne, ça suffira jamais de toute façon, mais la ville de Cayenne a tellement de projets à réaliser que forcément, dès qu'il y a une manne financière, on ne peut être qu'heureux. Et cette part de l'octroi de mer pour la mairie de Cayenne, que représente-t-elle environ? Je n'ai pas encore le montant, puisque bon, déjà, je pense que le président de l'association des maires attend le délibéré, le 21, donc c'est à lui d'en parler. Et ensuite, il y aura un calcul qui va être fait, mais je n'en sais pas. Plus, de toute façon, quoi qu'il en soit, si l'association des maires gagne, sûr que la ville de Cayenne aura une petite partie. Merci beaucoup Marie-Laure Finera d'avoir répondu à nos questions ce soir. On poursuit dans ce journal avec cette question. Quelle aide pour la Guyane face à l'afflux de migrants vers notre département, renforcée d'ailleurs par le passage de l'ouragan Mathieu? Le député Gabriel Serville a interpellé ce matin la ministre des Outre-mer sur la question. La ministre botte en touche. Écoutez plutôt. Depuis quelques mois, le territoire de la Guyane fait face à une crise migratoire sans précédent, largement liée à la situation catastrophique que connaît la République de Haïti. La Guyane compte plus de 10 000 demandeurs d'asile qui, en réalité, ont fui leur pays pour des raisons d'ordre économique. Nous savons que les invitations à quitter le territoire délivrées par la préfecture ne seront pas suivies d'effet, notamment parce que leur pays d'origine vient tout juste d'être ravagé par l'ouragan Mathieu, d'une puissance inégalée depuis des décennies, plaçant de fait près de 1,4 million d'habitants en besoin d'assistance d'urgence. Pour tout dire, ce sont certainement près de 25 000 nouvelles personnes qui auront foulé le sol guyanais si l'on compte les épouses et les enfants des demandeurs d'asile. Cela correspond à environ 10% de la population locale. Nos collectivités sauront assumer les charges supplémentaires qu'induit cet afflux de population, particulièrement pour scolariser les enfants, tel que cela est rendu obligatoire de par la loi. Dans un contexte financier local extrêmement dégradé, je demande solennellement à l'État de me préciser les moyens qu'il compte mettre en œuvre au bénéfice de la collectivité territoriale et des communes de Guyane. Vous parliez de moyens mobilisés pour les collectivités. Le pacte d'avenir, je vous le confirme, sera signé dans quelques semaines avec un volet consacré aux constructions scolaires. Et par ailleurs, l'État apportera en loi de finances sa garantie financière à hauteur de 100% de l'emprunt exceptionnel destiné à soutenir l'effort de la collectivité territoriale. C'est une manière de désengorger les salles d'attente chez les ophtalmologistes. La loi s'assouplit. Depuis hier, il n'est plus nécessaire de renouveler son ordonnance pour des lunettes de vue ou encore des lentilles dans les 5 ans suivant la première. Les opticiens prendront le relais. En Guyane, le délai moyen pour un rendez-vous chez l'ophtalmo est de 6 mois. Voyez plutôt les explications d'Ayodélé Germain. Oui, bonjour. J'aimerais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. D'accord, donc pour le rendez-vous, c'est à partir du mois d'avril. Du mois d'avril? Oui. D'accord. 6 mois d'attente pour un rendez-vous chez l'ophtalmologue. En cause, le faible nombre de praticiens en Guyane, 5 en tout, réunis sur l'île de Cayenne. On dépasse très facilement les 6 mois en général. Donc quand il y a une urgence, c'est compliqué de pouvoir être traité. Le décret du 12 octobre paru dans le journal officiel dimanche dernier permet de rallonger la durée de validité des ordonnances des ophtalmologistes. Ce décret donne aux opticiens lunetiers le droit d'intervenir durant cette période pour vérifier les corrections. Il y avait la possibilité avant de renouveler des corrections quand l'ordonnance d'un ophtalmologiste avait moins de 3 ans, et maintenant, pour tous ceux qui ont entre 16 et 42 ans, si l'ordonnance a moins de 5 ans, on peut nous-mêmes faire la vérification de la vue et déterminer et faire les lunettes derrière. L'opticien pourra également adapter la correction optique des prescriptions de lentilles de contact, datant d'1 an pour les patients de moins de 16 ans et de 3 ans pour ceux de plus de 16 ans. Mais celui-ci ne remplace pas l'ophtalmologue. Il va continuer à faire les examens de vue de façon régulière, il va continuer à faire la prise de tension oculaire et le fond d'œil. Et ça, c'est vraiment 2 choses que nous, on ne fait absolument pas. Et on n'a pas le droit de donner des diagnostics, on n'a pas le droit de donner des médicaments, donc c'est vraiment à eux de faire ce travail-là, et heureusement qu'ils continuent à le faire. Le décret du 12 octobre dernier devrait permettre de désengorger les salles d'attente des ophtalmologues.
Ils pourraient ainsi recevoir les urgences habituellement dirigées vers les centres hospitaliers. Tout autre chose à présent, 22 accidents sur les routes de la capitale de l'Ouest depuis le début de l'année, dont 2 morts. Ces chiffres lourds rappelés à l'occasion des journées de la sécurité intérieure menées par la gendarmerie. À Saint-Laurent, la brigade motorisée était de sortie pour inciter les 2 roues à plus de responsabilités sur les routes. Reportage Elsa González. Posté dans différents endroits de la ville, c'est à proximité du stade René-Long que la brigade motorisée effectue grand nombre de contrôles. Il vérifie d'abord si le casque est homologué, puis le bon état du véhicule, plaque d'immatriculation conforme et présence d'un rétroviseur. Pour ce conducteur, tout semble en règle. Il repart sans verbalisation et avec un bon d'essence de 5 € remis par la gendarmerie en partenariat avec Total. Ils ont regardé ma plaque d'immatriculation. Ils ont regardé le casque et tout. Ils ont regardé le numéro de série, si ça correspond avec ma carte grise. Donc du coup, tout est correct. Donc oui, je suis content parce que jamais j'aurais imaginé que j'aurais recevoir un concert venu de la gendarmerie. Donc voilà. Et je suis content, je suis vraiment content. Dans le cas contraire, si verbalisation il y a, le conducteur dispose de 48 heures pour être aux normes sécuritaires. Il doit alors se présenter, justificatif à l'appui, à la gendarmerie. La journée des sécurités intérieures porte sur les conducteurs des 2 roues, généralement les plus touchés par les accidents de la route. Cette journée, bien sûr, on voudrait qu'elle soit plus fréquente au cours de l'année. Elle se reproduira. L'enjeu, évidemment, c'est de sensibiliser les personnes, les conducteurs de 2 roues, qui, comme je le disais tout à l'heure, sont des victimes importantes des accidents de la route. Ces actions s'inscrivent dans un dispositif de prévention et de répression mis en place toute l'année par la gendarmerie. Depuis janvier 2016, 22 accidents de la route ont été répertoriés sur Saint-Laurent-du-Maroni, dont 2 mortels. À Saint-Laurent, toujours, la 8e édition de l'America Moloman s'est achevée samedi, édition qui mettait les femmes à l'honneur. Pendant 2 jours, ce festival du cinéma militant a proposé documentaires et courts-métrages sur des questions telles que les droits des femmes. On écoute une conteuse participant au festival au micro d'Elsa González. J'ai raconté des contes en lien avec le lieu qui m'invitait, à savoir un cinéma. Une thématique qui était l'histoire des femmes, puisque c'était essentiellement des réalisatrices qui étaient invitées à montrer leurs films dans la semaine qui précédait, et trouver une thématique ou un personnage qui appartient à la culture Sahamaka. Dans la culture Sahamaka, qui sont les marrons descendants d'esclaves, la figure de l'araignée à Nancy est très présente, comme dans toute la culture de l'esclavage dans les îles Caraïbes jusqu'en Amérique latine. On trouve à Nancy, mais elle vient du Ghana. Et donc j'ai raconté une des nombreuses histoires d'Anansi en provenance du Ghana. J'ai raconté une histoire empruntée à Orson Welles, le cinéaste. J'ai raconté un petit conte autour de l'esclavage et aussi un conte de Cuba sur la figure de la femme comme étant la mort, puisque le conte d'Anansi que j'ai choisi, c'est comment Anansi l'araignée fait que la mort meurt. Voilà. Les contes, c'est du patrimoine, c'est de la mémoire. Les contes, un conte est une œuvre d'art. C'est un récit qui a traversé les siècles, qui a traversé les pays et qu'on continue de raconter aujourd'hui, et pas seulement aux enfants, parce que les contes contiennent les valeurs de toute une société. Et ces valeurs-là, on les transmet à travers l'imaginaire des contes, à travers la poésie, et c'est des récits fondamentaux. Voici sûrement de quoi nous mettre l'eau à la bouche. En Martinique, la pêche aux oursins s'est officiellement ouverte hier matin. Une pratique soumise à des règles strictes et réservée aux professionnels. Ils n'auront au total que 4 matinées cette semaine pour s'adonner à cet art. Une opportunité immanquable pour ces pêcheurs. Le caviar des Antilles s'arrachant naturellement à prix d'or. Anaïs Gall. Le soleil est à peine levé et les plongeurs sont prêts à se mettre à l'eau. Pour avoir le meilleur spot, mieux vaut partir à l'aube. La preuve, dans le lagon de Cap-Chevalier, une trentaine de yoles sont déjà sur place. Après quelques minutes, les premiers spécimens sont là. Félix Murat navigue depuis 38 ans. Chaque année, il goûte le fruit de cette pêche tant attendue.
Vous voyez? Alors comment on sait si un oursin est bon? Ben, il suffit dès que là, celui-là, tu vois que les yeux sont plats. Les yeux sont plats, il y en a qui sont plus costauds que ça. Mais là, c'est ferme, parce que là, ça ne coule pas. L'œuf n'est pas costaud, mais c'est plat, c'est bon. C'est bon, c'est sucré. Jordan et Hervé sont des habitués de la plongée en apnée, car pour pêcher l'oursin, il faut du souffle, mais aussi un bon équipement. On a des gants, là j'ai des gants de 5 mm d'épaisseur qui me permettent de les attraper sans trop les sentir en fait, tu vois. Et j'ai un crochet qui me permet de les décrocher quand ils sont dans la roche. Un exercice particulièrement physique qui peut s'avérer dangereux. L'année dernière, un plongeur s'était noyé pendant une session de pêche. Pour éviter tout nouvel incident, les plongeurs doivent justifier d'un certificat médical. C'est un docteur qui nous examine pour voir si on n'a pas de problème respiratoire ou quelque chose qui pourrait nous mettre en difficulté. Parce qu'on est quand même, comme je disais, c'est assez sportif, donc la respiration et le cœur ils sont en action. Toutes les précautions ont été prises. Comme ça, avec le certificat au moins, si y a un accident, au moins le pêcheur est couvert, quoi. Si le bateau se remplit raisonnablement, la pêche n'est pourtant pas si faste. Ça, c'est un truc qu'on ne trouve pas pendant toute l'année. C'est une seule fois dans l'année qu'on le prend. Alors, et puis là, maintenant, il n'y en a pas en grande quantité parce que avant, on pouvait le trouver facile. Mais maintenant, on ne le trouve pas facile parce qu'il y en avait. Avec le petit houle qui vient de passer là, ça a détruit pratiquement presque tout la moitié, tout ce qu'il y avait, et puis voilà. Alors c'est pour ça là, on est en train de galérer. À l'approche de midi, tout le monde a pour consigne de stopper la pêche. Félix remonte les derniers paniers. Il est plutôt satisfait de cette première journée, même s'il reste discret sur sa prise. En poids, je ne peux pas vous dire, ça c'est un petit secret que je préfère garder. Pourquoi? Ben ça c'est le secret des pêcheurs. Retour au port pour manger un morceau. Cet après-midi, direction l'îlet Chevalier pour casser les oursins. Félix a déjà de nombreuses commandes. Ces oursins se vendront, dit-il, une 50aine d'euros le kilo. Mais le prix peut grimper jusqu'à 80 euros. Et ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Pas de cours pour les 400 élèves du collège Lise Ophion à Matoury. Aujourd'hui, le personnel s'est mobilisé pour dénoncer un manque d'agents d'entretien. Une situation qui ne concerne pas uniquement l'établissement. Une délégation a été reçue par le président de la CTG. Les conditions de délivrance des lunettes de vue s'assouplissent. Une nouvelle disposition est entrée en vigueur hier. Les ordonnances seront valables chez l'opticien pendant 5 ans. Objectif, alléger les plannings des ophtalmologistes. Enfin, une journée pour rappeler les bonnes habitudes sur la route. Les 2 roues étaient au cœur de l'action de sécurité routière menée par la brigade motorisée de la gendarmerie de Saint-Laurent. 22 accidents sur les routes de la capitale ont lieu depuis le début de l'année. Merci d'avoir été avec nous. Ne bougez pas. Dans un instant, le journal de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain.